Ma mère a une obsession maladive à l'idée que j'ai des enfants, au point de sacrifier mon bonheur juste pour avoir des petits-enfants. Je n'ai jamais croisé quelqu'un d'aussi accro au bébé. Dès que j'ai soufflé mes 8 bougies, elle nous a imposé à ma sœur Daniela et moi ces combinaisons atroces censées imiter la grossesse. Des heures entières chaque jour. On traînait 20 kilos de sable sur le ventre, en faisant des exercices de respiration devant des vidéos d'accouchement. Si on osait se plaindre du dos, elle augmentait la charge en disant « Les vraies mères ne se plaignent pas ». Elle nous obligeait même à nous entraîner à l'allaitement avec des poupées bizarres qui hurlaient si on ne les tenait pas correctement. Moi, je passais mon temps à imaginer un plan pour m'évader de ces séances, pendant que Daniela s'y mettait à fond, persuadée d'avoir trouvé sa vocation. Elle arpentait la maison, toute fière, à caresser son faux ventre et lui parler comme à un vrai bébé. À 16 ans, elle suppliait déjà maman de la laisser porter un enfant pour les collègues en mal d'enfant. Et pour ses 18 ans, maman ne lui a pas fait une fête pour le bac, non, mais une fête grandiose pour la signature de son premier contrat de mère porteuse. On la félicitait, on la traitait de don du ciel, d'ange, alors que moi j'avais juste l'impression d'être une vache à vendre aux enchères. En 3 ans, Daniela a porté 3 enfants pour 3 couples différents. À chaque retour de la maternité, maman la promenait dans la ville comme si elle avait remporté le prix Nobel. Regardez ma fille, si généreuse, elle offre le don de la vie. Pendant ce temps, je poursuivais mes études en biologie médicale, je faisais du bénévolat auprès de femmes en difficulté et j'apprenais tout sur le droit à disposer de son corps. Mais pour maman, ça ne comptait pas. Quel gâchis, un utérus en parfait état, répétait-elle à qui voulait l'entendre. Sa sœur a donné la vie à 3 familles, et celle-là garde sa fertilité pour elle. Ce qui m'a le plus glacée, c'est de voir l'état de Daniela se dégrader. Après sa 4e grossesse, à peine 22 ans, elle avait du mal à marcher, souffrait des hanches, enchaînait les infections, perdait ses cheveux à la poignée. Quand j'ai tenté d'en parler avec elle, elle m'a serré les mains en larmes. « Maria, c'est ma raison d'être. Mon corps sert à accomplir des miracles. Pourquoi tu ne comprends pas ?» Là, j'ai compris qu'elle était perdue. Alors j'ai fait semblant, juste assez pour que maman me laisse tranquille. Je lui ai dit que j'envisageais une grossesse. J'ai commencé à porter des vêtements amples aux repas de famille. J'ai même feint de chercher des cliniques de fertilité devant elle, alors qu'en cachette, je préparais le concours d'entrée en droit et envoyais des dossiers à toutes les facs du pays. Finalement, je me suis spécialisée en droit reproductif et en éthique médicale, consacrant des années à aider des femmes à fuir des situations de grossesse forcée. À 28 ans, je commençais enfin à avoir un impact. Alors, quand maman m'a invitée à un dîner en l'honneur de Daniela, je m'attendais à une nouvelle annonce de grossesse. J'étais loin du compte. C'était en fait une intervention. « Ma chérie, tu ne rajeunis pas ?» a lancé maman, tandis que Daniela, déjà bien ronde, était assise à côté d'elle pour sa 4e grossesse. J'ai donc pris les devants et commencé tes traitements de fertilité. Avant même que je puisse réagir, elle a sorti une seringue pleine d'hormones. Juste un petit coup de pouce pour stimuler tes ovules. J'ai voulu reculer, mais Daniela m'a maintenu fermement. « S'il te plaît, Maria, essaie. J'ai déjà trouvé le couple parfait pour ton premier bébé. » J'ai crié, je me suis débattue, mais maman s'avançait déjà avec l'aiguille. C'est là que j'ai vu les autres seringues sur la table. Tout était planifié. Lorsque maman a planté l'aiguille dans ma cuisse, j'ai senti le liquide froid me brûler de l'intérieur. En quelques minutes, ma vue s'est brouillée et j'ai eu la sensation que mes ovaires prenaient feu. À travers le brouillard, j'ai entendu maman au téléphone. « Oui, le protocole est lancé. Elle sera prête pour le prélèvement d'ici 2 semaines. » C'est là que j'ai compris que ce n'était plus seulement de la pression familiale, c'était de l'exploitation pure et simple. Je me suis réveillée en réanimation, victime d'un syndrome d'hyperstimulation ovarienne si sévère qu'ils ont failli devoir tout m'enlever. Ma mère était là, penchée sur moi. « On t'a amené ici uniquement pour sauver ton utérus », ont été ses premiers mots. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour appeler l'infirmière. Elle a lancé un regard à ma mère avant de la raccompagner dehors, le temps de faire les examens. Dès que nous nous sommes retrouvés seuls, la douleur a redoublé, car l'infirmière m'a prise dans ses bras et m'a demandé comment j'allais. J'ai fondu en larmes, réalisant à quel point ma mère était toxique. J'ai tout déballé. Elle avait l'air terrassée et m'a supplié de tout répéter. L'heure qui a suivi a été un véritable exutoire. La gestation pour autrui, le favoritisme, les abus. Quand je me suis calmée, elle a directement appelé la sécurité pour interdire l'accès de ma chambre à ma mère. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'avec le soutien de cette seule infirmière, j'allais faire payer ma famille. L'infirmière est revenue 20 minutes plus tard, accompagnée d'un policier en uniforme qui s'est présenté comme le détective Rodriguez, de la brigade des violences familiales. Il a tiré une chaise près de mon lit pendant que l'infirmière réglait ma perfusion. « Maria, je suis spécialisée dans les affaires de coercition reproductive et d'actes médicaux forcés », a-t-il expliqué en sortant un petit dictaphone. « Ce que votre mère a fait s'apparente à une agression, et d'après l'infirmière, cela pourrait s'inscrire dans un contexte plus large. Par la vitre de la chambre, j'ai vu de l'agitation dans le couloir. Ma mère tentait de forcer la porte de secours, le visage tordu de rage. Elle m'a vu la fixer et s'est collée à la vitre, articulant un mot que j'ai mis du temps à déchiffrer. Puis, elle a forcé l'articulation des lèvres, ingrate. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table de chevet. Le détective Rodriguez a jeté un œil alors que les messages s'accumulaient. « Je peux ?» m'a-t-il demandé, et j'ai acquiescé. Tous les textos venaient de Daniela. « Comment as-tu pu prévenir la police ? Maman voulait seulement t'aider. Tu détruis la famille. Tout ce qu'elle voulait, c'est que tu découvres la maternité. » Le détective Rodriguez a posé le téléphone avec précaution. Ce n'est pas la première fois que nous recevons des plaintes pour traitement de fertilité imposé.
Il y a un schéma qui se répète, surtout chez certains praticiens dans des cliniques bien précises. Il s'interrompit, cherchant à lire ma réaction. « Ta mère travaille dans le secteur médical ?» Mon estomac se serra. « Elle est secrétaire à la clinique de fertilité Blessed Beginnings. » Son visage se ferma aussitôt. Une assistante sociale de l'hôpital frappa timidement avant d'entrer. C'était une femme d'un certain âge, avec un regard bienveillant, qui s'immobilisa en découvrant mon dossier. « Maria Gonzalez ? Votre mère, c'est Patricia Gonzalez ? Vous la connaissez ?» demandai-je. L'assistante sociale hésita, serrant sa tablette contre elle. « J'ai déjà eu affaire à elle. Je vais vous apporter quelques informations utiles. » Elle fouilla nerveusement dans ses papiers, manifestement mal à l'aise. Le détective Rodriguez, lui, griffonnait tout pendant que je racontais l'épisode du dîner d'intervention. L'assistante sociale jetait sans cesse des regards anxieux vers la porte, et je remarquais ses mains qui tremblaient légèrement quand elle me tendit des brochures sur les ressources pour les victimes de violences familiales. « Il faut que je vérifie quelque chose », dis-je en attrapant mon téléphone. Je me connectai à mon espace patient et fis défiler les derniers documents. C'était là, noir sur blanc, daté d'il y a 3 mois, juste après que j'ai parlé à la légère à ma mère de mes projets d'avenir avec James. Ma procuration médicale avait été modifiée, désormais au nom de ma mère. Ce n'est pas ma signature, leur montrai-je en brandissant le document. L'écriture ressemblait beaucoup à la mienne, mais la pente n'était pas la même, comme si quelqu'un s'était appliqué à l'imiter. Avant que quiconque ait le temps de réagir, un homme en costume hors de prix entra d'un pas décidé. « Je représente Patricia Gonzalez. Il semblerait qu'un malentendu soit survenu au sujet des soins médicaux de la fille de ma cliente. »« Eh bien, ça n'aura pas traîné, » marmonna Rodriguez. L'avocat rajusta sa cravate, sûr de lui. Maria souffre visiblement d'une psychose d'origine hormonale. Sa mère a simplement voulu l'aider quand Maria est devenue agressive. Nous demandons une évaluation psychiatrique immédiate. Je ne suis pas psychotique, protestai-je. Les analyses montrent le contraire. L'hyperstimulation ovarienne peut entraîner de graves troubles de l'humeur, de la paranoïa, voire des hallucinations, répliqua-t-il. À ce moment-là, un bruit assourdissant éclata dans le couloir. Daniela fit irruption, suivie de 5 enfants agrippés à sa robe de grossesse. « Tata Maria a besoin d'aide », lança-t-elle à la cantonade. Ça fait des années qu'elle a des soucis de jalousie. Les agents de sécurité rappliquèrent, cherchant à calmer les petits qui se mirent à pleurer. Daniela berçait le plus jeune sur sa hanche, tout en caressant son ventre arrondi. Je pris mon téléphone pour appeler mon cabinet, espérant trouver du soutien. La standardiste répondit à la 2e sonnerie. « Oh Maria, votre mère a appelé tout à l'heure. Elle nous a expliqué votre situation. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vos dossiers pendant votre absence. » Quoi ? Mais non, je vais parfaitement bien. Il faut que je parle à... Les associés préfèrent tôt que vous vous concentriez sur votre rétablissement. Votre mère nous a dit que la crise avait été assez sérieuse. Je raccrochai, les mains tremblantes. Par la fenêtre, j'aperçus ma mère sortir quelque chose de son sac et le tendre à son avocat. Des clés. Mes clés d'appartement, mes clés de voiture. Elle se mit à réciter quelque chose, et même si je n'entendais pas, je reconnus le rythme. Elle énumérait mon emploi du temps, détaillant chaque rendez-vous. Lundi, audience à 9h, mardi, réunion client jusqu'à 18h, mercredi, bénévolat au foyer pour femmes. L'avocat notait tout, impassible. James débarqua dans la pièce encore vêtu de son costume de travail. « Maria, j'ai eu ton message. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Daniela l'intercepta dans le couloir, posant une main impeccablement manucurée sur son bras. Je ne parvins pas à saisir ses paroles, mais je la vis désigner ma direction puis tapoter sa tempe, le classique signe de la folie. Elle lui montra ensuite son téléphone. L'infirmière qui m'avait assistée plus tôt revint avec un sac plastique. « Voici les affaires avec lesquelles vous êtes arrivés », dit-elle, mais son regard était inquiet. Elle sortit plusieurs brochures luisantes de la clinique Blessed Beginnings Fertility. « Je ne les connais pas », répliquai-je aussitôt. Elle en ouvrit une. À l'intérieur, un formulaire de consentement pour un prélèvement d'ovocytes, daté de la semaine précédente. La signature était identique à celle sur la procuration. L'administratrice de l'hôpital apparut à la porte, une femme mince au sourire tout en façade. Vu la situation et l'inquiétude de la famille, nous pensons qu'un transfert de Maria en unité psychiatrique pour une évaluation complète serait plus prudent. Derrière la vitre, ma mère arborait un sourire satisfait. Le détective Rodriguez bondit sur ses pieds. Elle ne partira nulle part sans décision de justice. Bien entendu, répondit l'administratrice, tout sourire. Nous voulons simplement envisager toutes les options pour le bien-être de Maria. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était ma professeure de droit, Madame Chen. Je viens de parler à votre mère. Elle est très préoccupée par ce qu'elle appelle vos délires de grossesse. Elle affirme que vous êtes obsédé à l'idée d'avoir un enfant alors que votre corps ne suit pas. Tout va bien ? J'avais envie de hurler. Ma vie entière était savamment sabotée. Je regardais Rodriguez, puis l'assistante sociale qui fuyait toujours mon regard, puis James dans le couloir, Daniela encore à ses côtés, chuchotant à son oreille. L'évaluation, lâchai-je subitement. Je vais la passer. Je vais prouver que je vais bien. L'avocat esquissa un sourire. Parfait. C'est le docteur Margaret Whitfield qui s'en chargera. C'est la meilleure du pays. Son nom me disait quelque chose. Et soudain, je compris. Le club de lecture de maman. Depuis plus de 10 ans, le docteur Whitfield venait chez nous chaque mois. Mais c'était trop tard pour faire marche arrière. L'administratrice s'activait déjà, et ma mère, derrière la vitre, arborait un air de victoire. L'infirmière me serra la main en vérifiant une dernière fois ma perfusion. Elle se pencha, prétextant de réajuster mon oreiller. Quoi qu'il arrive, ne signez plus rien.
souffla-t-elle à voix basse. Et vérifiez la géolocalisation de votre téléphone. Quelqu'un vous surveille. Tandis que tout le monde sortait pour organiser mon évaluation, un détail attira mon attention. Daniela montrait encore son téléphone à James, et cette fois, j'aperçus l'écran. C'était une conversation par message, mais elle datait de 2 ans, quand James et moi venions à peine de nous rencontrer, à l'époque où j'avais évoqué, du bout des lèvres, qu'un jour, peut-être, j'aurais envie d'avoir des enfants. Elle constituait patiemment un dossier pour prouver que j'avais toujours voulu des enfants, transformant mon désir frustré en une sorte de délire paranoïaque, et devant James, ça semblait marcher. L'examen psychiatrique était programmé pour le lendemain matin. Allongée sur le lit d'hôpital, je voyais ma mère, impassible derrière la vitre, orchestrer ma chute avec une précision glaçante, et j'ai pris la mesure de l'horreur de ma situation. Elle avait préparé ce piège depuis des années, attendant son heure pour m'y précipiter, et j'étais tombée dedans la tête la première. Le rendez-vous était fixé à 8 heures. Toute la nuit, j'ai ressassé dans ma tête les réponses possibles, tentant d'anticiper chaque question du Dr Whitfield. L'infirmière du soir m'avait discrètement donné un sédatif, glissant à voix basse qu'il fallait que je sois reposée pour paraître équilibrée, mais le sommeil ne venait pas. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire victorieux de ma mère derrière la vitre. Vers 3 heures, mon portable a vibré. Une notification Instagram. Daniela venait de poster une photo prise lors du dernier dîner de famille. On me voyait affalée sur une chaise, le regard complètement ailleurs. La légende disait « Une pensée pour le parcours de fertilité de ma sœur. Certaines ont plus de mal que d'autres à accepter leur destin de mère. » C'était publié depuis 3 semaines, mais je ne tombais dessus que maintenant. Les commentaires étaient pleins de compassion pour elle, d'inquiétude à mon égard. J'ai déroulé son fil, l'angoisse montant. Depuis des mois, elle documentait mes moindres faits et gestes, des clichés de moi à chaque réunion familiale, toujours l'air fatiguée et absente, des légendes sur mon obsession de la maternité, mes prétendues difficultés à tomber enceinte. Dans une vidéo, je jouais avec sa Benjamine, et Daniela avait ajouté en surimpression « Elle sera une merveilleuse maman le jour où elle arrêtera de lutter contre sa nature ». Soudain, ma boîte mail pro s'est affolée. Les notifications s'enchaînaient. En ouvrant, j'ai découvert une pluie de messages dont les objets m'ont glacée. Pensez pour toi en ce moment difficile. Prends le temps qu'il te faut. Ta santé avant tout. Ma mère avait envoyé un mail à tout le cabinet depuis mon compte. J'ai lu, les mains tremblantes. Chers collègues, je vous informe que je prends un congé sans date de retour pour régler des soucis de santé personnelle. Comme beaucoup le savent, je fais face à des difficultés de fertilité et la charge émotionnelle est devenue trop lourde. Ma famille veille à ce que je reçoive les soins nécessaires. Merci d'adresser toute urgence aux associés gérants. Merci de votre compréhension, Maria. Envoyé à 2h47 du matin. Allongée, incapable de trouver le sommeil, j'ai tenté à la hâte de me connecter pour annuler ce mail, mais le mot de passe avait changé. J'ai essayé de le réinitialiser, mais l'adresse de récupération n'était plus la mienne. Ma mère m'avait exclue de ma propre vie professionnelle. 3 de mes clientes avaient déjà répondu. Message de soutien à l'appui. Des femmes à qui j'avais permis d'échapper à la violence, persuadées désormais que j'étais en pleine crise psychologique. L'une écrivait « J'ai toujours ressenti ta souffrance liée à la maternité. Ne la laisse pas t'engloutir, comme elle a failli le faire pour moi. » L'ironie de la situation me donnait la nausée. À 6 heures, l'équipe du matin du service psychiatrique est arrivée. J'observais à travers la vitre les soignants, chuchotant et jetant des coups d'œil dans ma direction. Les nouvelles filant vite ici. Tout le service savait que j'étais la femme qui aurait agressé sa mère sous prétexte qu'elle voulait l'aider à avoir un enfant. On m'a apporté le petit déjeuner, mais impossible d'avaler quoi que ce soit. Mes mains tremblaient bien trop pour tenir la cuillère. J'ai tenté de boire un peu de jus, mais un goût amer m'a saisi et j'ai reposé le verre aussitôt. Après ce que j'avais appris sur les médicaments glissés dans mes repas lors des réunions de famille, je ne faisais plus confiance à rien. Le détective Rodriguez est arrivé à 7h30, l'air épuisé. « J'ai fouillé toute la nuit », a-t-il soufflé en s'asseyant tout près. « Le nom de ta mère apparaît dans plusieurs dossiers troublants à cette clinique de fertilité. Mais Maria, il a marqué une pause. C'est compliqué. Elle a tout fait passer pour de l'aide familiale bienveillante. » Quel dossier ? Ai-je demandé. 2 jeunes femmes, souvent en situation précaire, qui décident soudain de donner leurs ovocytes ou de devenir mères porteuses après des contacts avec le personnel de la clinique. Ta mère s'occupe souvent de leur admission. Il m'a tendu un dossier. Sauf que voilà, elles signent toutes des consentements, réussissent les entretiens psy. Sur le papier, tout était nickel. Parce que le système protège la clinique, pas les femmes, ai-je soufflé. Il a hoché la tête, sombre. Il me faut plus de preuves pour avancer. Mais là, la priorité, c'est que tu passes cette évaluation sans encombre. Le Dr Whitfield a débarqué pile à 8 heures, mallette sous le bras, arborant son sourire compatissant qui ne touchait jamais ses yeux. Elle était telle que dans mes souvenirs des clubs de lecture de maman. Cheveux d'argent, tenue tirée à 4 épingles, lunettes reliées par une chaînette de perles. « Maria, ma chère », lança-t-elle d'un ton chaleureux, « votre mère m'a beaucoup parlé de vos difficultés. Rodriguez a voulu protester, mais elle a levé une main impeccable. Je crains que l'évaluation doive se faire en toute confidentialité. C'est la règle. Je reste, a-t-il rétorqué. Alors je devrais signaler dans mon rapport que la présence de la police était nécessaire, ce qui peut dénoter une propension à la violence. Son sourire ne faiblissait pas d'un pouce. C'est à vous de voir, détective. Il m'a lancé un regard contrarié. J'ai acquiescé discrètement. On savait pertinemment qu'elle avait déjà rédigé son rapport en pensée et qu'insister ne ferait que lui donner des arguments en plus. Resté seul, le Dr Whitfield s'est installé sur la chaise des visiteurs et a ouvert sa mallette.
J'ai aperçu des formulaires déjà remplis, l'évaluation quasi bouclée. « Bien », a-t-elle commencé en sortant une tablette. « Parlons un peu de votre rapport à la maternité. » Durant 1 heure, chaque question avait des allures de piège. Quand j'ai expliqué avoir privilégié ma carrière plutôt que des enfants, elle a noté un rejet défensif de la féminité. Lorsque j'ai parlé de mon engagement auprès de femmes victimes de coercition reproductive, elle a simplement soufflé quelque chose sur la projection de conflits intérieurs. Ensuite, quand j'ai essayé d'aborder la question de l'injection forcée, elle m'a demandé si j'avais souvent l'impression d'être persécutée par des figures maternelles. « Votre mère m'a confié que vous jouiez encore à la poupée récemment », a-t-elle lancé en me scrutant par-dessus ses lunettes. « Quoi ? C'est absurde !» Pourtant, elle a découvert des poupées chez vous, cachées au fond de votre placard. Elle m'a même montré une photo sur sa tablette. 3 poupées que je n'avais jamais vues, soigneusement rangées derrière mes manteaux d'hiver. Ce genre de comportement, vous savez, est fréquent chez les femmes endeuillées de la maternité, qui retombent dans des schémas infantiles. Je fixais l'image, complètement déstabilisée. Les poupées semblaient avoir été mises en scène. L'une tenait un minuscule biberon, une autre un sac à langer miniature, et la dernière était emmitouflée dans une couverture manifestement faite main. « Elles ne sont pas à moi !» ai-je protesté. « Le déni est tout aussi courant, docteur », a répliqué Whitfield sans lever les yeux de son clavier. « Maria, il n'y a aucune honte à désirer des enfants. Mais à partir du moment où ce désir devient si envahissant qu'il vous pousse à rejeter ceux qui essaient de vous aider, elle m'a injecté des hormones de fertilité contre ma volonté. D'après les témoignages, elle a seulement essayé de vous donner des compléments vitaminiques. Vous, en revanche, vous seriez devenue violente, au point qu'on a dû vous maîtriser. » Elle a incliné la tête avec une expression pleine de sollicitude. L'esprit nous joue parfois des tours lorsque nous sommes sous pression. On peut facilement confondre des gestes d'affection avec des agressions. Mon téléphone a vibré. Une notification de la banque, un retrait important sur mon épargne. J'ai voulu vérifier, mais le Dr Whitfield a délicatement saisi l'appareil. « Restons concentrés sur notre entretien », a-t-elle dit en rangeant mon téléphone dans sa mallette. « Parlez-moi un peu de votre jalousie envers Daniela. Je ne suis pas jalouse de ma sœur. Elle a eu 7 grossesses sans accroc. Une famille parfaite. Tout le quartier l'admire. » Whitfield s'est penché vers moi. « Et pendant ce temps, vous avez choisi de consacrer votre vie à empêcher d'autres femmes de devenir mères. Vous ne trouvez pas ça paradoxal ? » Quoi que je dise, chaque argument se retournait contre moi et devenait la preuve de mon déséquilibre. À force, elle a fini par dresser le portrait d'une femme tellement engloutie par le chagrin qu'elle s'était inventée toute une histoire de persécution, juste pour ne pas affronter son propre désir d'enfant. « Je recommande une hospitalisation d'observation de 72 heures, a-t-elle tranché en refermant sa tablette. Avec un suivi thérapeutique, je pense qu'on peut vous aider à dépasser ces pensées délirantes. Vous n'en avez pas le droit, ai-je protesté. Je connais mes droits. Évidemment, ma chère, vous avez passé des années à étudier le droit pour compenser ce que vous vivez comme des échecs sur le plan féminin. Elle s'est levée, a lissé sa jupe d'un geste mécanique. La mesure s'applique dès maintenant. L'équipe psychiatrique arrive dans l'heure. Dès qu'elle a quitté la pièce, j'ai saisi le téléphone pour appeler quelqu'un. N'importe qui. Mais qui aurait pu me croire ? Mon cabinet était persuadé que je traversais une dépression, mon compagnon avait été monté contre moi par ma sœur, mes comptes étaient siphonnés, même mon mentor commençait à douter à cause de la campagne orchestrée par ma mère. L'équipe de transport est arrivée alors que je tenais encore le combiné hors service. 2 brancardiers au sourire rassurant mais à la poigne ferme, qui me parlèrent déjà comme à une personne à la fois fragile et potentiellement dangereuse. L'infirmière qui m'avait aidée plus tôt avait disparu. Pendant qu'ils me préparaient pour le transfert, j'ai aperçu ma mère dans le couloir, en pleine conversation avec le Dr Whitfield, l'air éploré, essuyant ses yeux avec un mouchoir. La mère dévouée, affrontant le drame de la santé mentale de sa fille devant les regards compatissants du personnel. L'unité psychiatrique était dans un autre bâtiment, relié par un long couloir souterrain. Les néons agressaient de mes yeux tandis qu'on me poussait sur mon fauteuil. Le brancardier qui me poussait fredonnait un air indéfinissable, qui résonnait dans les murs de béton, se mêlant au grincement des roues et au claquement lointain des portes. Ma nouvelle chambre était minuscule et impersonnelle. Murs blancs, lit étroit, muni de sangles bien visibles, petite fenêtre avec vitrage renforcé. On m'a remis une tenue en papier, pris mes effets personnels pour raison de sécurité. L'infirmière chargée de mon admission était jeune, efficace, mais visiblement mal à l'aise. « Des antécédents psychiatriques ?» demanda-t-elle. « Combien de tentatives de suicide ? D'épisodes violents ? Non, rien de tout ça. Attendez, ils prétendent que j'ai agressé ma mère, mais je note un épisode récent, » a-t-elle tapé sans lever les yeux. Selon les instructions du Dr Whitfield, seules les visites familiales sont autorisées les premières 24 heures. Aucun appel téléphonique. C'est pour votre stabilité. C'est contraire à la loi. J'ai le droit de contacter mon avocat. Elle a hésité, mordillant sa lèvre. Je dois vérifier auprès du médecin responsable. Mais ce médecin était, comme par hasard, strictement introuvable, tout comme le représentant des patients ou l'administrateur du service. Tous ceux qui auraient pu m'aider étaient aux abonnés absents. J'étais coincée dans un labyrinthe administratif qui se donnait des airs de prise en charge. Ma mère est revenue l'après-midi même avec une valise. « Je t'ai apporté des vêtements confortables », a-t-elle annoncé en posant la valise sur le lit, et quelques photos des bébés de Daniela. Je me suis dit que ça t'aiderait à te rappeler pourquoi on se bat. Elle s'est mise à ranger méthodiquement. Des vêtements de grossesse, tous à ma taille. Des vitamines prénatales. Un carnet intitulé « Mon parcours de fertilité », dont les premières pages étaient déjà remplies d'une écriture qui imitait parfaitement la mienne. Des photos de nourrissons que je n'avais jamais vues, étiquetées « Ton neveu »,
ton filleul. La ponction est prévue pour la semaine prochaine, a-t-elle glissé d'un ton faussement enjoué en suspendant une robe manifestement conçue pour une femme enceinte. Le docteur Martinez à la clinique est très confiant quant à la qualité de tes ovocytes. À 28 ans, tu as encore toutes tes chances. Je ne consens pas à une ponction d'ovocytes. Mais bien sûr que non, ma chérie. Pas dans ton état actuel. Elle a soigneusement lissé la robe sur son cintre. C'est précisément pour cela que j'ai demandé une tutelle médicale temporaire, le temps que tu retrouves tes esprits. Elle a sorti un épais dossier de documents, formulaires juridiques, dossiers médicaux, rapports psychiatriques. Ma signature figurait sur la moitié, imitée à s'y méprendre. Il y avait une véritable traçabilité, remontant à plusieurs mois, retraçant une prétendue obsession de la fertilité soigneusement documentée. Tes collègues ont été incroyablement solidaires, a-t-elle continué. Plusieurs personnes avaient écrit des lettres pour l'audience de tutelle. Visiblement, tout le monde avait remarqué depuis un certain temps que tu étais préoccupée par les questions de grossesse. Tous ces dossiers pro bono pour des femmes enceintes, ça n'était pas passé inaperçu. Ils se doutaient que tu traversais quelque chose de personnel. Je la regardais transformer ma chambre d'hôpital psychiatrique en future nurserie. Elle avait apporté une petite échographie encadrée, étiquetée « Bébé Gonzalez », avec la date du mois prochain, un mobile orné de petits éléphants, un livre sur la nutrition pendant la grossesse. Chaque objet semblait choisi exprès pour appuyer son récit. « Daniela t'embrasse », annonça maman en sortant son téléphone. « Elle s'inquiète beaucoup pour toi. » Elle me montra une vidéo. Daniela, allongée dans un lit d'hôpital, entourée de fleurs, berçant son nouveau-né. « Coucou Maria », murmura ma sœur à la caméra, la voix faible mais pleine de tendresse. « Je voulais juste que tu saches que je t'aime. Et quand tu seras prête, il y a un couple formidable qui attend de donner à tes bébés tout l'amour du monde, comme les miens en reçoivent. Ne te bats pas, d'accord? Laisse maman t'aider. Elle veut simplement ce qu'il y a de mieux pour toi. » Le bébé s'est mis à pleurer dans ses bras. Daniela a changé de position, grimaçant. La douleur lui a traversé le visage. La caméra a vacillé. Celui qui filmait l'a remarqué aussi. Puis la vidéo s'est interrompue. « Elle est tellement courageuse », soupira maman en rangeant son téléphone. 5 grossesses, et elle ne se plaint jamais, pas comme d'autres. Un brouhaha dans le couloir l'a interrompue. Des voix, l'appel à la sécurité. Par la petite vitre de ma porte, j'ai vu l'infirmière qui m'avait aidée en réanimation se faire raccompagner dehors par les agents de sécurité, une boîte dans les bras, le visage empourpré de colère. Ma mère a suivi mon regard et a souri. Oui, elle a été renvoyée ce matin. Secret médical violé, paraît-il. Elle aurait transmis des informations sans autorisation. Dommage, elle avait l'air bien. Le message était limpide. Toute personne qui m'aiderait s'exposait à de gros ennuis. Après le départ de maman, j'ai tenté de dormir, mais impossible. Le lit était trop ferme, la chambre trop lumineuse, les bruits du service trop oppressants. Quelqu'un sanglotait au bout du couloir, une autre patiente réclamait sa mère. L'infirmière de nuit passait toutes les heures, sa lampe torche braquée à travers la vitre. Vers minuit, une autre infirmière, plus âgée, cheveux grisonnants, yeux cernés, est entrée discrètement dans ma chambre. « Je n'ai pas beaucoup de temps », souffla-t-elle. « Mais je connaissais ton amie infirmière. Elle m'a chargée de te donner ça. » Elle glissa un petit bout de papier dans ma main, un numéro de téléphone, rien de plus. « Appelle-le dès que tu pourras », murmura-t-elle. « Mais pas d'ici, ils surveillant les appels. Quand tu sortiras ?» Elle jeta un regard anxieux vers la porte. « On est plus nombreuses que tu ne le crois, des femmes qui ont vu ce qui se passe ici. On avait trop peur pour parler. » Elle s'éclipsa furtivement. J'ai mémorisé le numéro, puis j'ai réduit le papier en minuscules confettis que j'ai jetés aux toilettes. « Preuve de complot ?» dirait ma mère. « Symptôme de délire paranoïaque », conclurait le docteur Whitfield. Le lendemain matin, c'était la séance de groupe. 6 femmes en cercle à partager leurs difficultés. Le thérapeute, jeune, avec un air sincère, nous encourageait à parler de notre rapport à la féminité. Quand ce fut mon tour, je restais muette. Je savais que chaque mot serait noté, interprété, retourné contre moi. Maria traverse un deuil de fertilité, expliqua le thérapeute au groupe. Cela se traduit parfois par un rejet des rôles féminins classiques. L'une des femmes, à peine sortie de l'adolescence, m'a regardée avec compassion. « Je comprends », dit-elle. Avant, moi aussi je pensais ne pas vouloir d'enfant, mais la thérapie m'a aidée à voir que j'avais surtout peur de ne pas être à la hauteur. J'aurais voulu hurler que ne pas vouloir d'enfant était parfaitement légitime, que la féminité ne se réduisait pas à la maternité. J'étais ici justement parce que j'avais aidé trop de femmes à échapper à cette pression. Mais je me contentais d'acquiescer, les laissant penser ce qu'elles voulaient. Le déjeuner avait lieu dans une salle commune aux fenêtres grillagées. Je pris mon plateau, toujours méfiante quant à ce qu'on aurait pu y glisser. Ma voisine à table, une femme d'un certain âge aux yeux fatigués, se pencha vers moi, complice. Première fois, j'acquiesçais. Un conseil ? Dis oui à tout. Plus tu es docile, plus vite tu sortiras. Elle tournait son dessert machinalement du bout de la cuillère. C'est la 6e fois que je viens. Je me bats avec ma fille pour la garde de mes petits-enfants. Mais cette fois, je vais faire semblant. Je vais leur dire que j'ai compris mes erreurs, que j'accepte ma place. Son rire avait une saveur acide. Tout ce qui permet de sortir, non ? L'après-midi, j'eus un entretien individuel avec le docteur Whitfield. Elle avait installé son bureau dans l'aile pour mieux suivre ses patientes. Sur les murs, des affiches inspirantes autour de la maternité et de la guérison. « Votre mère m'a dit que vous vous renseigniez sur la procédure de prélèvement ?» commença-t-elle. « Non, c'est normal d'être curieuse. Beaucoup de femmes trouvent rassurant de comprendre le déroulé.
Elle sortit une brochure de bénédiction première. La clinique affiche d'excellents résultats et le couple choisi par votre mère est adorable. Lui est médecin, elle est enseignante, ils essaient depuis 5 ans. Je ne donnerai pas mes ovules. Mais non, voyons. Vous offrez la possibilité d'une vie. Ce n'est pas pareil. Elle prit une note dans son carnet. Maria, j'aimerais que vous essayiez quelque chose. Fermez les yeux. Imaginez-vous tenant dans vos bras votre enfant biologique. Même s'il est porté par une autre, il restera le vôtre, là où ça compte. Je gardais les yeux ouverts, fixant ses diplômes, tous délivrés par des institutions reconnues, tous bien authentiques. Ce n'était pas une opération obscure, c'était une psychiatre diplômée, dans un hôpital officiel, qui faisait simplement ce que le système lui permettait. Résister, c'est normal, poursuivit-elle. Mais au fond, vous savez que votre mère a raison. Vous avez passé tant d'années à lutter contre votre nature que vous avez fini par croire que la lutte était un but en soi. Et si vous lâchiez prise, James est venu pendant les heures de visite, mais on m'a dit que seuls les membres de la famille étaient autorisés. C'est donc Daniela qui s'est présentée, avançant péniblement, une main posée sur son ventre. Elle était venue avec ses 5 enfants, qui s'agitaient, visiblement mal à l'aise dans cette salle de visite trop propre pour être rassurante. Tata Maria est malade, expliqua-t-elle tout doucement, mais elle va déjà mieux. L'aîné, pas plus de 6 ans, me fixait d'un air sérieux. Mamie dit que toi aussi, bientôt, tu auras des bébés. Avant que j'aie le temps d'ouvrir la bouche, Daniela la coupa. Exactement, ma chérie. Tata Maria a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se rappeler à quel point elle en rêve. Elle avait emmené des photos de nous, gamines, toutes les deux dans ces affreux déguisements de grossesse, sauf qu'elle les avait trafiquées. Sur ces versions, je souriais à pleines dents, j'avais l'air d'y croire, heureuse à souhait. Tu te souviens comme tu aimais donner des prénoms à tes bébés imaginaires, relança-t-elle. Tu avais toute une liste. Emma, Sophia, petit James Jr. si c'était un garçon. C'était toi, murmurai-je. C'était tes prénoms, pas les miens. Mais non, Maria. Elle sortit alors un vieux carnet élimé, mon journal d'enfant. Elle l'ouvrit à des pages dont je n'avais aucun souvenir, couvertes de listes de prénoms griffonnés d'une écriture presque identique à la mienne. Tu vois, tu as toujours voulu ça. C'est juste le stress qui t'a fait oublier. Les enfants nous regardaient, les yeux grands ouverts, comme s'ils assistaient à un spectacle, observant comment on aidait Tata Maria à retrouver sa vraie vocation. L'aîné ne quittait pas le ventre rond de sa mère du regard, puis jetait un œil à mon ventre plat, l'air songeuse et perdu. Quand il fut reparti, je restais seule dans la salle de bain à scruter mon reflet. Sous la lumière des néons, mon visage avait cette pâleur creusée qu'on retrouvait chez tant de femmes ici. Je me demandais combien d'entre elles s'étaient retrouvées là pour avoir trop résisté, combien avaient fini étiquetées folles juste parce qu'elles ne voulaient pas plier. Ce soir-là, il y a eu un incident. Une nouvelle, très jeune, terrorisée, a débarqué en hurlant qu'on voulait la forcer à avoir un enfant. Il a fallu que les agents la tiennent pendant que les infirmières lui administrèrent des calmants. Par la porte entr'ouverte, j'ai saisi quelques bribes. Parents très croyants, pacte de grossesse, tentative de fuite. Le lendemain, elle était calme, docile, assise en groupe à expliquer qu'elle avait mal interprété l'amour de sa famille. Parfois, on confond gentillesse et contrôle, pontifia la psychologue, visiblement satisfaite. Avec un peu de traitement et de soutien, on finit par accepter qu'on veut être aidé. Je l'observais, ses mains tremblaient légèrement. Elle répondait avec un temps de retard, d'accord avec tout, même avec les contradictions. On l'avait assommée de médicaments, et tout le monde préférait croire à une guérison. Mon propre traitement arriva au petit déjeuner. C'est juste pour calmer l'anxiété, me dit l'infirmière. Je reconnaissais bien les comprimés. Rien de très fort, mais je savais que ce n'était qu'un début. Résister trop longtemps, et il trouverait bien une raison de passer à la vitesse supérieure. Je gardais les pilules dans la main, feignant de les avaler. Plus tard, je les jetterais dans les toilettes, comme le numéro de téléphone. Mais je savais que ce petit manège ne durerait pas. Bientôt, ils inspectèrent ma bouche, injectèrent les médicaments, trouveraient toujours un moyen de me tenir tranquille. L'audience pour la tutelle, c'était dans 3 jours. Le docteur Whitfield se voulait rassurant. Ce n'est qu'une formalité, vous n'avez pas besoin d'y assister. Votre mère gérera tout. Concentrez-vous sur votre guérison. Mais je savais très bien ce que cela signifiait. Une fois la tutelle accordée, elle aurait tous les droits sur moi, pourrait décider des prélèvements, des traitements hormonaux, ou même d'une grossesse imposée, sous prétexte thérapeutique. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée en cherchant un plan. Pas question de m'enfuir, ce serait confirmer leurs soupçons. Il ne me restait qu'à leur donner ce qu'ils voulaient. Une obéissance feinte, stratégique, qui pourrait me faire sortir avant la sentence. Devenir la femme qu'ils attendaient, celle qui accepte sa vraie nature, qui comprend l'amour maternel, qui accueille la maternité à bras ouverts. La comédie devrait être irréprochable. Un faux pas, 1 minute de résistance, et j'étais bonne pour rester ici à vie. Mais si je parvenais à simuler la révélation tant désirée, à jouer la gratitude, peut-être que je sortirais à temps pour reprendre la main. Je repensais à toutes ces femmes que j'avais défendues au fil des années, à celles piégées par la pression familiale, la médecine, les lois qui faisaient passer la maternité avant tout le reste. J'avais bataillé pour elles. Aujourd'hui, il fallait me battre pour moi-même avec mes seules armes, le mensonge et la manipulation. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Pour prouver ma santé mentale, il fallait que je joue la comédie de la folie. Pour garder mon autonomie, il fallait d'abord la céder. Pour échapper à l'emprise de ma mère, il fallait que j'incarne tout ce qu'elle attendait de moi. Demain,
je commencerai ma performance. Je pleurerai sur mon ventre vide en thérapie, remercierai le Dr Whitfield de m'avoir ouvert les yeux, demanderai à Daniela des conseils sur le don d'ovules, me laisserai habiller par ma mère en vêtements de grossesse en feignant d'en être ravie. Chaque mot me brûlerait la gorge, chaque geste irait à l'encontre de tout ce que j'étais. Mais c'était la seule issue, la seule qui ne passait ni par une piqûre, ni par une table d'opération. L'infirmière de nuit a fait sa ronde, sa lampe torche effleurant mon visage. Je respirais calmement, faisant semblant de dormir. Tout au bout du couloir, quelqu'un pleurait encore. Ou peut-être que ça n'avait jamais cessé. Dans des endroits comme celui-ci, les pleurs sont la bande-son permanente. 3 jours. Il me restait 3 jours pour leur faire croire à ma guérison du pire des maux. Ne pas vouloir d'enfant. 3 jours pour jouer le rôle de ma vie. Le plus terrifiant, c'est que je savais que j'en étais capable. À force d'avoir observé Daniela, j'avais appris quoi dire, comment me comporter, ce que les autres attendaient. Je pouvais devenir la patiente idéale, reconnaissante, résolue à accomplir mon destin biologique. Et c'était peut-être ça, le plus terrible. Pas qu'ils essayèrent de me briser, mais que je savais parfaitement comment leur faire croire qu'ils avaient réussi. Au matin, je me suis réveillée habitée d'une nouvelle détermination. En thérapie de groupe, j'ai levé la main pour la première fois. Je crois que je comprends maintenant. Ai-je laissé échapper, la voix brisée. Toutes ces années, j'ai fui ce que je voulais vraiment. La psy s'est penchée vers moi, tout sourire. Raconte-nous, Maria. J'ai inventé un rêve où je berçais un bébé, tandis que les autres femmes me lancèrent des regards complices. Quand le Dr Whitfield est entré pour notre séance, j'étais fin prête. Je voudrais m'excuser. Ai-je commencé en me tordant les mains sur les genoux. Vous aviez raison. J'ai utilisé mon travail pour ne pas faire face à mon chagrin de ne pas être mère. Elle était radieuse. C'est un pas énorme, Maria. Pendant l'heure suivante, je lui ai servi exactement ce qu'elle attendait. Combien j'avais pu envier les grossesses de Daniela, comment mon engagement dans les droits reproductifs n'était finalement qu'une manière de reprendre le contrôle sur ce que je n'aurais jamais. À la fin, elle tapait frénétiquement sur son clavier, prenant note de ma soi-disant prise de conscience. « Je pense qu'on devrait en parler à ta mère », a-t-elle proposé. Elle va être soulagée. Quand maman est arrivée ce jour-là, j'avais passé l'une de ses robes de grossesse. Le tissu flottait autour de moi, et je caressais mon ventre plat, comme Daniela l'avait fait tant de fois. « Oh, ma chérie », a murmuré maman, les yeux mouillés. « Tu as l'air tellement naturelle. » Je l'ai laissée m'enlacer, bien que j'ai eu du mal à ne pas la repousser. « Je suis désolée de m'être opposée à toi, » ai-je soufflé. « Tu voulais seulement m'aider. » Elle s'est écartée, me scrutant avec attention. Un court instant, j'ai cru qu'elle voyait clair dans mon jeu. Puis elle a souri et a dégainé son téléphone. « Il faut que Daniela entende ça », a-t-elle dit en composant déjà son numéro. J'ai passé le reste de la journée à jouer la comédie, posant 1000 questions à maman sur la ponction ovocitaire, feuilletant les photos du couple qui désirait mes ovules, allant même jusqu'à m'appliquer aux exercices de respiration des séances qui m'avaient tant horrifiée enfant. Dr Whitfield était si emballée qu'elle a parlé d'avancer ma sortie. Si tu continues sur cette lancée, on pourra peut-être écourter les 72 heures. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Le lendemain serait crucial. Il fallait que je continue à faire semblant tout en trouvant un moyen d'accéder à un téléphone ou un ordinateur. Le procès sur la tutelle avait lieu dans 2 jours et il fallait à tout prix que je trouve un moyen de m'y opposer. Le lendemain matin, j'ai eu une surprise. James est venu pendant les heures de visite et cette fois, on l'a laissé entrer. Il paraissait à bout, perdu. « Ta mère m'a dit que tu allais mieux », a-t-il dit, prudent. J'avais envie de tout lui dire, mais je savais qu'on ne nous laissait pas seuls. À la place, je lui ai pris la main. Je me suis sentie tellement perdue, ai-je dit. Mais je commence à comprendre ce que je veux vraiment. Il m'a dévisagée, et j'ai tout fait pour lui faire comprendre sans mots. Ses yeux se sont agrandis. Avait-il compris? Peut-être qu'à ta sortie, on pourra parler de notre avenir, a-t-il articulé lentement. Ce serait bien, ai-je répondu, en serrant 3 fois sa main, notre vieux code pour faire semblant. Après son départ, une petite lueur d'espoir m'a traversée. Peut-être qu'il n'avait pas cru toutes les histoires de Daniela. Cet après-midi-là, j'ai réussi à convaincre le personnel de me laisser accéder à l'ordinateur de la salle commune, sous prétexte de m'informer sur la fertilité. En réalité, j'ai vite ouvert ma messagerie. Mon mot de passe marchait encore. J'ai envoyé un message à une collègue spécialisée en droit des tutelles, en restant vague mais insistante. Ensuite, j'ai vérifié mes comptes. Les retraits continuaient. À ce rythme, je serais à sec en 1 semaine. « Vous trouvez ce que vous cherchez ?» a demandé une infirmière en s'approchant. J'ai rapidement basculé sur le site d'une clinique de fertilité. « Je me renseigne, c'est tout », ai-je lancé gaiement. Elle a souri et s'est éloignée. Il me restait à peine 5 minutes avant qu'on ne se doute de quelque chose. J'ai filé sur le site du tribunal, retrouvé le dossier de tutelle. Ma mère y affirmait que j'étais gravement handicapée par une psychose liée à la fertilité. L'audience était fixée au lendemain, 14 heures. J'ai mémorisé le numéro du dossier et la salle, puis effacé l'historique. Si je réussissais à sortir le matin, je pourrais peut-être y aller. Le soir, Dr Whitfield a convoqué une séance en urgence. J'ai eu un pincement au ventre. Avait-on découvert mon tour avec l'ordinateur? Votre mère m'a dit que vous cherchiez des cliniques de fertilité bien précises, a-t-elle commenté. Je suis tellement satisfaite de vos progrès que je recommande une sortie dès demain. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Il faudra poursuivre la thérapie en externe, évidemment, mais je vous crois prête à avancer sur votre parcours. Elle m'a souri. Votre mère a déjà pris rendez-vous à Blessed Beginnings pour demain après-midi. Demain après-midi, pile à l'heure de l'audience. C'est génial, ai-je réussi à articuler. On m'a libérée le lendemain à 9 heures. Maman m'attendait, toute souriante,
avec des fleurs et un sac cadeau. Je t'ai pris des vitamines prénatales, a-t-elle dit en me tendant le sac, pour préparer ton corps. J'ai souri en les acceptant, déjà en train de prévoir la suite. Maman, il faut que je passe d'abord chez moi. J'aimerais me changer, retrouver un peu mes repères. Son sourire s'est un peu crispé. Oh, mais on a des rendez-vous. S'il te plaît, ai-je insisté, usant des techniques de Daniela. Je veux être au mieux pour la clinique. C'est une journée tellement importante. Ça a marché. Elle m'a emmenée à mon appartement, mais a tenu à entrer avec moi. Pendant qu'elle patientait au salon, je me suis enfermée dans la salle de bain et ai appelé ma collègue à qui j'avais écrit. Maria, j'ai eu ton message. L'audience est bien à 14h. C'est ça? J'y serai. Je ne pourrai pas venir, ai-je chuchoté. Ma mère m'emmène à la clinique de fertilité. Tu pourrais déposer une requête d'urgence? Je l'ai coupée. Vérifie ma boîte mail pro. Le mot de passe, c'est « Je lui ai donné mes identifiants ». Il y a un dossier intitulé « Personnel ». Tout est dedans. J'ai raccroché alors que maman frappait à la porte. « Tout va bien, ma chérie? Juste un peu de stress », ai-je répondu. En sortant, je l'ai trouvée en train de réorganiser ma bibliothèque, remplaçant mes ouvrages de droit par des guides de grossesse qu'elle avait ramenés. « C'est bien mieux comme ça », a-t-elle déclaré. « Allez, il faut qu'on te change. » Elle avait choisi une robe légère et fluide, très axée fertilité et féminité. Je l'ai enfilée, poursuivant mon numéro jusqu'au bout. Nous sommes arrivés à Blessed Beginnings à 13h30. La salle d'attente était bondée de couples pleins d'espoir et de jeunes femmes au regard éteint. Je reconnaissais cette expression après toutes mes années à défendre les droits des femmes. Patricia, une infirmière, a accueilli ma mère avec chaleur. « Ah, voici donc Maria. On a beaucoup entendu parler de vous. » On m'a rapidement emmenée faire quelques examens préliminaires pendant que maman s'occupait de la paperasse. Tout en me prélevant du sang, l'infirmière parlait des taux de réussite et de toutes ces familles comblées. « Votre mère m'a dit que vous étiez impatiente d'aider un couple en particulier, a-t-elle glissé. « Oh, très impatiente, ai-je répondu, dans un mensonge évident. À 14h15, j'ai demandé à aller aux toilettes, mais à la place, j'ai filé par une porte sur le côté et commandé un VTC. 10 minutes plus tard à peine, j'entrais à toute vitesse dans la salle d'audience. À 14h25, le juge avait déjà commencé. Maman était à la table du requérant, épaulée par son avocate. Ma collègue, du côté de la défense, m'a adressé un regard soulagé à mon arrivée. « Monsieur le juge, ma cliente est là », a-t-elle annoncé sans perdre une seconde. Le visage de ma mère est passé du blanc au rouge vif. Elle est censée être à la clinique. « Intéressant », a rétorqué le juge d'un ton sec. « Mademoiselle Gonzalez, vous êtes ici de votre plein gré ?»« Oui, monsieur le juge. Et je souhaite contester cette demande de tutelle. » L'heure qui a suivi a été interminable. L'avocate de maman a ressorti l'avis du docteur Whitfield, la mise sous surveillance psy, ma confession sur mon envie d'enfant. Mais ma collègue a contre-attaqué avec mes propres preuves. Signature falsifiée, planning tordu de maman, pression à la clinique. « Monsieur le juge », ai-je expliqué quand on m'a donné la parole, « je ne souffre pas du deuil d'une maternité impossible. J'ai une mère qui a bâti toute son identité sur ma capacité à procréer. Elle m'a droguée, a falsifié des documents et a orchestré une véritable campagne pour me discréditer quand j'ai refusé de participer à son projet de maternité forcée. Maman s'est effondrée en larmes. « Je voulais juste des petits-enfants. Est-ce que c'est si mal? Tu en as déjà 5, ai-je lancé, grâce à Daniela, qui ne tient plus debout à cause de ce que tu lui as fait subir. Elle a vraiment choisi cette vie ou tu l'as conditionnée dès l'enfance à croire qu'elle n'avait pas d'autre valeur? » Le juge a rétabli le calme. Après avoir examiné toutes les pièces, y compris les résultats des analyses capillaires obtenues par ma collègue, il a tranché. « La demande de tutelle est rejetée », a-t-il déclaré sans appel. « Et je prononce une mesure d'éloignement. Madame Patricia Gonzalez, vous n'avez plus le droit de contacter votre fille Maria. » Maman s'est répandue en lamentations. Son avocate lui a glissé quelques mots à l'oreille, mais c'était définitif. En sortant du tribunal, j'ai aperçu Daniela sur le parking, peinant à sortir de son monospace, son ventre énorme la ralentissant. Elle avait ses 5 enfants avec elle. « Comment as-tu pu faire ça ?» a-t-elle crié. « Maman nous aime. Elle aime ce que nos corps peuvent lui offrir. C'est tout autre chose, ai-je répondu. La plus grande, une fillette de 6 ans, tirait sur la robe de Daniela. « Maman, pourquoi mamie pleure ?» Daniela n'a rien répondu. Elle en était incapable. Comment expliquer à une enfant qu'elle est peut-être destinée au même sort? Je suis partie, ma collègue à mes côtés. « Et maintenant ?» m'a-t-elle demandé. « Maintenant, je vais déposer une plainte à l'ordre des médecins contre Blessed Beginnings et commencer à tout documenter pour l'action civile. Et ta sœur ?» J'ai regardé Daniela, toujours figée près de sa voiture, ses enfants serrés autour d'elle, comme pour la protéger. Je ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Mais peut-être que je peux protéger ses filles. Ce soir-là, James est venu chez moi. On s'est installé sur le canapé, celui sur lequel maman avait sans doute posé ses poupées, et on a parlé des heures durant. J'ai failli les croire, a-t-il avoué. Les messages, les photos, les histoires, tout semblait si réel. C'est comme ça que procèdent les manipulateurs, ai-je soupiré. Ils prennent un fragment de vérité et bâtissent une montagne de mensonges. Il est resté dormir, mais pas de romance entre nous. Pas encore. C'était juste rassurant d'avoir quelqu'un qui me croyait, qui voyait clair dans la manipulation et qui m'aidait à retrouver un peu d'humanité. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de procédures. J'ai enfin eu droit à une vraie thérapie, rien à voir avec la mascarade du docteur Whitfield, et petit à petit, j'ai repris le contrôle de ma vie. Mon cabinet m'a réintégré dès que j'ai pu expliquer la situation, et plusieurs clients sont revenus vers moi pour
s'excuser d'avoir douté. L'enquête sur Blessed Beginnings a confirmé mes soupçons. Il y avait bel et bien un ciblage systématique de femmes vulnérables, souvent envoyées par des proches inquiets, comme ma mère. La clinique a été fermée dans l'attente des suites judiciaires. Maman a bien essayé de reprendre contact par le biais d'amis, de connaissances, de parents éloignés, même de mon ancien curé. À chaque fois, j'ai tout noté pour le dossier du tribunal. Daniela a accouché de son 6e enfant 6 semaines plus tard, et les rumeurs disaient que les complications avaient été sérieuses. Elle s'en est sortie, tout juste, mais les médecins lui ont interdit toute autre grossesse. J'aurais voulu être soulagée, mais tout ce que je ressentais, c'était de la tristesse. Elle restait ma sœur, malgré tout, et devait maintenant affronter le fait qu'elle avait sacrifié son corps pour réaliser le rêve d'une autre. 3 mois après l'audience, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner, mais j'ai fini par décrocher. « Tati Maria ?» a murmuré une petite voix. C'est Emma, l'aînée de Daniela. « Bonjour ma chérie », ai-je répondu doucement. « Ça va ? Maman est encore malade, et mamie parle sans cesse du jour où je serai grande et pourrai avoir des bébés. Sa voix s'est faite timide. Je ne veux pas être comme maman. Mon cœur s'est serré. Tu n'es pas obligée, Emma. Tu peux devenir qui tu veux. Tu crois ? Je pourrais venir te voir un jour ? Maman dit que tu es dangereuse, mais tu n'as pas l'air dangereuse. J'adorerais ça, lui ai-je promis. Mais il faut d'abord que ta maman soit d'accord. Ce n'était évidemment pas le cas, mais Emma a continué à m'appeler en cachette, depuis le téléphone d'une amie ou du bureau de l'école. J'étais devenue son refuge, la tante qui lui rappelait qu'elle valait bien plus que son utérus. 6 mois plus tard, lors des funérailles d'un membre de la famille, heureusement pas du côté de maman, j'ai revu Daniela. Elle était en fauteuil roulant, son corps ayant fini par lâcher après tant de sacrifices. Elle m'a regardée à travers l'église et, pour la première fois depuis des années, j'ai retrouvé ma sœur. Ce n'était pas la machine à enfanter façonnée par ma mère que je voyais, mais cette gamine qui venait se réfugier dans ma chambre quand l'orage grondait. Elle ne m'a pas adressé la parole, mais elle n'a pas baissé les yeux non plus. 1 an après tous ces événements, je me trouvais dans un café quand une jeune femme s'est approchée de moi. Son visage m'était vaguement familier sans que j'arrive à la replacer. « Vous êtes Maria Gonzalez ?» m'a-t-elle lancé. « Vous avez aidé mon amie à échapper à sa famille. Il voulait la forcer à porter l'enfant de sa sœur. Je suis heureuse qu'elle ait pu s'en sortir, lui ai-je répondu. Elle s'en est sortie grâce à vous, parce que vous vous êtes battue et que vous avez rendu l'affaire publique. Elle a marqué un silence. Je dois commencer un parcours de PMA la semaine prochaine. Ma mère prépare ça depuis des années, mais après avoir vu ce que vous avez traversé, ce que vous avez réussi à surmonter, je crois que je préfère fuir. Je lui ai tendu ma carte. Si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Elle est repartie, me laissant seule avec mes pensées, à méditer sur ces histoires qui se répètent, sur la force qu'il faut pour briser la chaîne, sur la douleur que cela inflige à tous, et sur l'idée que parfois, la seule victoire, c'est d'éviter à la génération suivante de revivre les mêmes souffrances. Mon téléphone a vibré. Un message d'Emma, qui a maintenant 7 ans, et continue de piquer en douce le portable de sa mère. Mamie dit que je serai une maman géniale plus tard. Je lui ai répondu que je préfère devenir avocate, comme toi. Elle a vraiment mal réagi. Ça m'a fait sourire. Alors j'ai écrit « Bravo ma grande. Reste fidèle à toi-même. La guerre n'était pas terminée. Elle ne l'est jamais vraiment quand il s'agit de la famille, mais certaines batailles avaient été gagnées, des limites posées, et, quelque part, des filles comprenaient qu'elles pouvaient choisir un autre destin que de simplement donner la vie pour les autres. Il fallait que ce soit suffisant.